Le cercle RH et les experts de Smart Job sont en plateau. Retraite, les migrants et l'accès à l'emploi avec ce visa métier en tension qui sera examiné parce qu'il y a un débat avec le projet de loi immigration. Évidemment, cela fait écho. Puis on parlera de l'orthographe chez les élèves de CM2. Ça baisse et ça baisse inexorablement. Commençons par vous présenter mes invités. Pascale Joannin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Et ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'on verra si ces sujets, notamment sur les migrants, sur les sans-papiers, se posent dans d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple. François Vigne est à vos côtés, associé chez Sycomore Corporate Finance, et vous êtes membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci d'être avec nous. Et puis Jean-Michel Garrigue est là aujourd'hui, directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Bonjour. Commençons par le début. Thierry Marx met les pieds dans le plat, et je ne fais pas un vilain jeu de mots, évoque l'idée que par la pénurie de main-d'œuvre dans l'hôtellerie, la restauration, il est plus qu'urgent et nécessaire de tendre la main à ces personnes qui, notamment aujourd'hui, dorment depuis une semaine devant le Conseil d'État, tous très jeunes, formables et, je dirais, embauchables. François Vigne, bonne ou mauvaise idée, ce coup de gueule de Thierry Marx ? En première chose, il n'est pas le seul à le penser. J'ai vu que 64% des Français, d'après le sondage qui est publié ce matin, sont favorables à cette mesure. Donc, Thierry Marx, c'est très bien, mais les Français, globalement, sont favorables. Donc, il parle comme les Français. En tout cas, je ne sais pas si c'est lui qui a convaincu les Français, mais les Français partagent la même idée. Par ailleurs, nous, aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous sommes très attachés à la dignité, au respect du principe de dignité des personnes. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent aujourd'hui en France. Il n'est pas normal de les maintenir dans la précarité. Donc, il est normal de leur assurer un statut. On les fait travailler, on leur assure un statut. Donc, il précise... Une fois qu'on a dit ça... Excusez-moi, je veux être précis. C'est la régularisation des salariés étrangers dans l'hôtellerie-restauration. Ça concerne ceux qui sont en train de dormir dans le Conseil d'État, mais autorisez-moi, ça concerne aujourd'hui des salariés qui, ce midi, feront la cuisine et la plonge en situation irrégulière. Et il y en a d'autres dans la construction, il y en a d'autres dans plein d'autres métiers. Il y a plein d'autres métiers qui utilisent aujourd'hui, il faut bien utiliser ce mot, des personnes en situation irrégulière. Absolument. Pourquoi vous souriez Parce que c'est quoi ? C'est un secret de polichinelle ? Non mais je trouve ça un peu surréaliste. Je partage tout à fait votre avis, le fond est tout à fait estimable. Mais voilà des restaurateurs dont on sait bien que pour beaucoup, ils exploitent sans vergogne des travailleurs sans papier en les payant des clopinettes depuis des décennies, et les voilà qui somment le gouvernement de régulariser la situation en disant que c'est une question d'humanité. Mais enfin, où va-t-on ? Le fond ne pose pas de souci. Évidemment, c'est tout à fait légitime, et le principe de dignité que vous venez d'évoquer est tout à fait simple. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Ce que je veux dire, c'est que Thierry Marx, je n'ai rien contre Thierry Marx, et j'ai beaucoup d'estime pour lui, mais qui prend la tête, je dirais, d'une harangue des restaurateurs vis-à-vis des pouvoirs publics, alors que pendant des dizaines d'années, ils ont exploité des collaborateurs qu'ils savaient parfaitement être sans papier, et justement parce qu'ils étaient sans papier, on les payait moins cher. Ils pouvaient les payer des clopinettes. Dire aujourd'hui, oui, alors il faut absolument le faire, c'est une question de dignité, etc. Il s'adresse à sa profession aussi, Jean-Michel. Il dit à ses collègues, écoutez, faisons preuve un peu de sérieux et régularisez. J'ai peu le temps de terminer parce que oui, dans l'immédiat, régularisons des personnes qu'on maintient dans un statut de précarité anormal. Inversement, il faut s'attaquer au fond, et donc avec une politique d'immigration beaucoup plus cohérente. Et par ailleurs, finalement, pourquoi ces métiers sont-ils en tension ? Deux choses, soit il y a un problème de formation et qu'il faut régler, soit il y a un problème de métier que les Français ne veulent plus l'exercer. Si les Français ne veulent plus l'exercer, est-ce que ce sont des sous-métiers ? Si c'est des sous-métiers, est-ce qu'on doit les autoriser ? Ça veut dire qu'ils ne sont pas assez payés ou qu'on doit améliorer les conditions de travail. C'est un secret de polichinelle. Donc, oui, mais il y a donc de toute façon un problème à régler. Donc il y a une mesure immédiate sous à prendre parce qu'on ne peut pas là encore maintenir des personnes dans des conditions indignes, mais il y a des vrais problèmes de fond auxquels il faut s'attaquer parce que sinon on aura fait un coup d'épée dans l'eau et ça reviendra dans quelques jours et sur d'autres métiers. Le plus comique, c'est que la restauration et l'hôtellerie n'étaient pas dans les secteurs dans la liste des métiers avaient été évoqués. On attend la liste, Jean-Michel Garrigue. La liste va arriver en début 2023 pour savoir quels sont les vrais métiers. C'est vrai que vous avez raison, Thierry Marx dit on n'appartenait même pas à la liste. Vous en pensez quoi, Pascale Joannin, de ce débat ? Parce que c'est un vrai sujet européen, parce que le débat de l'immigration est un sujet européen, on l'a vu avec la crise entre la France et l'Italie. Chaque pays européen a ses difficultés d'intégration, de régularisation. Ça se passe comment ailleurs ? Il y a les mêmes débats ? Alors, il y a les mêmes débats parce qu'il y a un fait tout simple se retrouve dans toute l'Europe, c'est que nous avons un problème démographique. C'est-à-dire que nous ne faisons pas assez d'enfants et donc il arrive un moment où on a besoin de recruter ailleurs, au-delà de ces seuls nationaux, parce qu'il n'y a pas
suffisamment à l'intérieur du pays Ben oui. de personnes. La qui sont jeunesse est en capables Afrique. Donc, non, la jeunesse est. Alors, on a longtemps ce pays est un pays d'immigration depuis très longtemps. Alors, d'abord, il a été avec des immigrations européennes. On se souvient d'Italiens, de Polonais, de Roumains, d'Espagnols, de Bulgares, etc. Qui allaient cueillir. Portugais. Voilà. Donc, on a en effet le même. Alors, en France, on est mieux lotis qu'ailleurs au niveau de la démographie. Que l'Allemagne, par exemple. Voilà, en Allemagne. Et en Allemagne, ils nous disent plutôt, ils le disent ouvertement, c'est que chaque année, ils ont besoin d'un certain nombre de personnes venues de l'extérieur, donc migrants, pour pouvoir satisfaire les besoins de leur tout marché est dit. du travail. Mais rappelons-nous la Syrie. 400 000 à peu près par an. Bah oui. 400 000 par an, l'Allemagne dit, voilà, c'est l'étiage dont j'ai besoin, bon, à peu près. Donc j'ai besoin qu'en effet, on ne ferme pas les frontières. C'est pour ça que j'ai accueilli en 2015 beaucoup de réfugiés. J'ai besoin, alors, et ce discours se comprend, mais en effet, quelque part, on se dit, mais il faut donc réfléchir à de qui on a besoin, qu'on fasse appel à des gens qui ont Les déjà compétences. la formation. Bah oui. Et puis, Il y en a. dans le cas précis, alors en Allemagne, c'est plus dans l'industrie que Oui, dans bien sûr. l'hôtel-restauration. Visiblement, dans l'hôtel-restauration, si j'ai bien compris depuis la crise sanitaire, etc., vous avez quand même un problème, c'est que vous avez des gens qu'on emploie à une partie de la journée, puis qu'après, on n'emploie plus, puis qu'on remploie après. Donc, c'est comme si on vous disait, eh ben, je te paye de 10h à 13h, enfin, ou de midi à 15h. Après, il y a le trou de service. Voilà, après, il y a le trou de service, et puis tu reprends à 17h, Ouais. et pendant de 14 à 17h, Tu fais rien. tu fais rien, je te paye pas. Et en effet, on a aussi Ce qui est dingue. peut-être nous-mêmes, enfin les Français en tout cas, peut-être fait une réglementation qui était. Et donc, on voit aujourd'hui qu'il y a donc peu de Français qui veulent faire ce travail. Quand vous ouvrez Donc dans des une sous-métiers. cuisine, qu'elle Bah soit oui, dans c'est ce que dit François dans Ville. un hôtel étoilé comme Thierry Marx ou pas, on sait très bien qu'il y a un problème aujourd'hui de recrutement dans la restauration, compte tenu de cette ampleur Et de salaire aussi. et qu'on voit dans d'autres secteurs, puisque aujourd'hui, voilà, il y a des, Un il mot. y a des secteurs. Un mot avant de parler on des se dit- retraites. On se dit, voilà, on peut plus travailler ou très tôt le matin ou très tard le soir ou avec des trous. Et donc, on a nous-mêmes un problème d'employabilité. D'attractivité, bien sûr. D'attractivité. Et donc, en effet, il faut peut-être faire quelque chose pour ces métiers en tension. Alors, je ne sais pas lesquels ils sont exactement. Mais la liste va être définie. Voilà. Mais on sait qu'on ne peut pas fermer les frontières complètement. Il faut ouvrir et peut-être le faire avec une connaissance de cause. Et on se dit, voilà, de quoi on a besoin et d'avoir des besoins très contrôlés. François, Jean-Michel, juste un mot sur le BTP, puisqu'on est sur l'hôtellerie-restauration. C'est Thierry Marx qui met les pieds dans le plat et qui est à la tête d'un syndicat de l'hôtellerie-restauration. Quelque part, il est légitime pour s'exprimer. Mais le BTP, c'est la même chose. Je m'autorise à dire qu'on a pointé du doigt le Qatar sur un travail illégal pour construire les stades. Et là, on découvre, avec stupéfaction d'ailleurs, qu'il y a quand même pas mal de salariés du BTP qui sont en train de faire les grands travaux des JO 2024, où les choses ne sont pas très claires non plus. Vous parlez des Italiens, Non, mais c'était les Italiens, les Portugais, oui, les mais- Polonais. Non, mais il faut regarder la vérité en Bien face. entendu. Mais même mis à part ça, quand on évoquait les métiers en tension, il faut quand même aussi faire attention. Une fois qu'on a accueilli ces gens, qu'on leur a donné un permis, peut-être que le métier dans lequel ils travaillent ne sera plus en tension. Et donc aujourd'hui, il faut aujourd'hui intégrer toutes ces personnes parce qu'il faut les faire évoluer et leur métier pourra très bien disparaître. Ils seront peut-être amenés à changer de métier. Donc, la réponse du métier en tension n'est pas la seule réponse. Il faut avoir une réflexion beaucoup plus globale sur l'immigration et sur la façon dont on intègre ces personnes. Pour terminer, j'entends Pascal Johannin qui nous dit le pragmatisme allemand, et on l'avait découvert en 2015 avec les petits drapeaux, chaque lander attirait. C'était un pragmatisme très économique et de dire nous avons besoin de pourvoir 400 000, 500 000 postes, et ce besoin, on ne l'aura pas avec la population Mais en allemande. France, on est tout aussi pragmatique, mais on ne le dit pas. Mais on le dit pas. Non, mais on n'ose pas le dire. C'est pour ça que c'est intéressant. En fait, Parce qu'il y a un débat politique quand même qui est posé sur l'immigration. on fait semblant de découvrir le problème. En fait, c'est l'exacerbation aujourd'hui d'une situation qui, depuis plusieurs années, curieusement, qui n'a rien à voir avec des problèmes d'immigration, mais qui est le problème de temps de travail. Il y a eu dans un certain nombre de métiers, notamment dans la restauration, des accords de branche sur l'annualisation du temps de travail, qui a permis de descendre déjà à un niveau supérieur à la normale, mais bien inférieur à ce qui existait auparavant, et qui a arithmétiquement créé des besoins. Bah oui. Un certain nombre de restaurants, par exemple, se sont mis à fermer 1 ou 2 jours par semaine, Bah oui, parce qu'ils sont ou pas... 5 semaines par an. Bah, c'est le repos du salarié. Hein. Exactement, Bah oui. pour tenir compte de l'accord. Donc Et il n'y ça, aura pas 2 équipes. exactement. Ce sont les conséquences aujourd'hui encore de ça. Et c'est bien pour ça que la situation d'aujourd'hui est une situation de laquelle on a du mal à sortir, puisqu'on a la durée du travail d'un côté et on a le niveau des rémunérations de l'autre. Un mot, vous évoquez le cynisme, c'est-à-dire les Allemands assument pleinement cette politique parce qu'effectivement, problème de natalité, c'est très pragmatique. La France fait la même chose et s'en mêle les pieds dans des chicayas politiques
qu'à n'en pas finir sans aucun pragmatisme. Je pense que c'est ça le sujet. Les responsables politiques devraient avoir plus de courage dans la matière et assumer la situation. Et le dire aux Français, ça serait plus simple pour tout le monde. À suivre, les retraites, je me tourne vers vous parce que les syndicats ont rencontré hier Elisabeth Borne. Alors, il y a eu tous les mots des noms d'oiseaux du patron de la CFE-CGC. On est à la limite du foutage de gueule, qui sont des mots un peu vulgaires. On a la CFDT qui dit non, on a FO qui dit non, on a tous les syndicats qui annoncent un mouvement social de grande ampleur en janvier. Dans un contexte d'inflation, dans un contexte de tension avec la Russie et l'Ukraine, enfin, comment vous la regardez, cette réforme des retraites? Ça fait presque 5 ans qu'on nous parle de cette réforme, qu'elle nous empoisonne la vie. Elle va nous réempoisonner la vie en janvier. Alors, elle va nous réempoisonner la vie en janvier, très certainement, mais elle est nécessaire. Donc, il faut arrêter de dire non. De but en blanc. Certains disent diamétralement l'inverse, on n'en a pas besoin. Non mais attendez, alors on n'a pas besoin, c'est facile. Moi ce que je constate au niveau européen, c'est que tous les pays, y compris des pays qui nous sont proches et qui sont plutôt latins et donc pas... Italie en particulier. L'Italie, etc., ou même la Grèce, ont tous fait des réformes du marché du travail et de l'allongement de la durée de 67 temps de travail. Pour l'Italie. Puisque on vit plus longtemps, on vit mieux, etc. Donc, l'Italie, la Grèce, je ne parle pas de l'Allemagne bien entendu et des pays scandinaves, on est tous sur un allongement de la durée du temps de travail et donc un report de l'âge de la retraite. Donc ça se négocie, bien évidemment. Ce n'est pas unique, on n'a pas une date à laquelle il faudrait le faire. Mais on est aujourd'hui le pays européen qui a le plus bas départ d'âge à la retraite. Donc, il y a un taux d'emploi des 55-65 qui est faible. Chercher l'erreur. Donc dire non sur le principe, à toute réforme, sans dire il faut essayer de trouver la solution qui s'adapte à la France, mais on ne peut pas dire de but en blanc non, parce que pour le coup, nos partenaires européens, qui déjà trouvent qu'on n'est pas très crédible sur un certain nombre de nos déficits notamment, vont nous dire écoutez, les Français, c'est bien gentil, vous êtes sympa, mais bon, il va falloir quand même que vous mettiez la main dans le cambouis et que vous en sortiez, parce que sinon, nous, on ne va plus vous faire confiance. Donc c'est l'Europe qui pilote. Et la confiance en économie, c'est quand même le évidemment. François Vigne, nécessaire, pas nécessaire. Il y a certains syndicats, et pas que des syndicats d'ailleurs, qui disent, mais regardez, le corps nous a annoncé sur des prévisions qui sont des calculs liés au niveau de la croissance, que globalement on avait encore des réserves. Il y a un débat sur les retraites complémentaires. Globalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous dites, elle est nécessaire. Il faut emmener nos salariés le plus longtemps possible quand on sait qu'une partie de nos 55-65 arrive à la retraite en pointant au chômage. Mais je pense qu'il y a excusez-moi, il y a quand même 3 choses sur la réforme des retraites. Il y a la réforme, est-ce qu'il faut la faire? Ensuite, il y a vous dites comment, oui. Ensuite, il y a comment et quel temporalité. On est d'accord. Donc la réforme, oui, il faut la faire. Et je pense que tous les Français en sont convaincus contre les sondages, etc. La question après, c'est comment on la fait et avec qui. Donc c'est notamment la faire dans un dialogue avec les partenaires sociaux, qui sont quand même les premiers à devoir assumer cette réforme. Et donc il faut les associer de façon très profonde et pas leur imposer une réforme sans discussion. Troisième chose, la temporalité. Cette réforme, comme vous le dites, ça fait au moins 5 ans, mais c'est même depuis que je suis enfant qu'on l'attend et donc on la fait en permanence. Donc c'est en attendant Godot, quoi. Donc cette réforme, oui, mais après, en revanche, l'affaire là, dans les 2 prochains mois, je pense que la priorité pour les Français, c'est d'avoir de l'électricité, c'est de faire fonctionner les usines. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir une grève. On a une grève. C'est ce qui va arriver, François. On a une grève dans les centrales chez EDF en septembre. On a vu les conséquences aujourd'hui sur notre production d'électricité. On ne peut pas se permettre. Il faut raisonner par priorité. Elle n'est pas à 3 mois près. On l'a tellement attendu, on n'est plus à 3 mois près. Il faut la faire rapidement. Il faut se donner un calendrier rapide vis-à-vis de nos partenaires. Que l'on n'a pas. Vis-à-vis des Français, vis-à-vis des générations futures. En revanche, mettre la France en grève en janvier, il ne faut surtout pas le faire, compte tenu des problèmes qu'on a, en particulier de production. Jean-Michel, je me fais un peu l'avocat du diable, mais moi j'entends, il faut un calendrier. Mais enfin, je veux dire, c'est pas de la part des syndicats et des salariés de créer ce calendrier. Le gouvernement doit être en mesure de proposer un calendrier de date et un calendrier technique. Là, objectivement, ça flotte. 65, mais est-ce qu'on touche simplement aux annuités? Est-ce qu'on augmente simplement les trimestres? Mais tout ça est totalement flou. Oui, alors, enfin, on y voit pas clair. Quand les organisations syndicales disent les jeux sont déjà faits, on nous met dans le fait accompli, c'est évidemment vrai. Ça me semble tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Mais la spécificité de la France, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on est plus dans un problème aujourd'hui de démographie que d'économie. La France est dans un régime par répartition. Et c'est ce qui fait, et pas un régime mixte, un régime uniquement par répartition et pas par capitalisation. Les actifs financent les retraités. Exactement. Donc le problème de démographie est beaucoup plus impactant que dans un régime de pure capitalisation où là, chacun cotise pour sa propre retraite, si je puis dire. Et donc, le niveau économique fluctue avec la démographie. Là,
effectivement, les problèmes de démographie que nous rencontrons ont un impact évident sur ce que va être l'équilibre économique de la Et ça, on peut le calculer, on le sait. Et ça, évidemment, on fait voilà. des projections. Et ça, on peut calculer. Mais La démographie est une science à peu près exacte. On peut pas Non, inverser les celle-là, courbes elle est- rapidement. On a l'avantage Voilà. de pouvoir Ça, c'est le On peut pas paramètre le inverser plus les net. courbes du jour au lendemain. Non, non, c'est non, sûr, ça voilà. prend un peu de temps. Oui. Mais vous y souscrivez ou vous dites qu'on est en train un peu de nous enfumer pour clore ce débat avec un sujet qui crée de la tension sociale au moment où on a besoin d'être unis et que notre économie a besoin d'être vraiment à plein régime. je ne suis pas dans le secret des dieux, mais souvenons-nous que cette réforme qui avait déjà été engagée lors du précédent quinquennat, elle avait été... Par Édouard Philippe, enfin portée par Édouard Philippe. À la demande du président de la République. Absolument. L'armée s'était repliée en race campagne, comme Clairement, on dit. ouais. Voilà. Et ça a beaucoup été reproché au président de la République, qui du coup en a fait une espèce de, comment dirais-je, de leitmotiv de « je n'y suis pas arrivé dans le premier quinquennat, j'y arriverai d'autant plus dans le second que c'est mon dernier par définition Et ». c'était par ailleurs, pour parler de l'orthographe, c'était pas de ma faute parce que les Gilets jaunes étaient venus m'empêcher de mener. C'était ça, en tout cas, la narration du président Macron. L'orthographe, Jean-Michel, Attendez, c'est exactement ce que ça je ne veux dire. n'intéresse c'est pas que- l'orthographe. Ça vous passionne. Ce que je veux dire, c'est que c'est L'orthographe justement, et la grammaire. Et la c'est grammaire. justement à cause des Gilets jaunes que la retraite avait été ajournée une première fois. Exact. Et là, on crée un conflit, je suis tout à fait d'accord avec vous, qui risque Pour dire, bah regardez, de nous faire De la faire avoir rater de nouveau. à nouveau des gilets C'est bleus, vrai. rouges, verts, enfin ils seront de la couleur que l'on veut, et donc de se retrouver dans la même situation c'est pas de notre qu'il y a faute, quelques années. c'est le Exactement. mouvement social. Il faut créer les conditions de la réussite de cette réforme, parce Donc- qu'en effet, elle est nécessaire. Et donc on du s'en dialogue. J'ai vu que Pascal Joannin réagissait beaucoup plus que vous, Jean-Michel Garrigue, sur l'orthographe et la grammaire. Oui. C'est quand même troublant. PISA, ça c'est pour les établissements supérieurs, on baisse. Puis là, on a sondé les cœurs auprès des enfants de CM2 et là, on voit clairement qu'il y a une difficulté. Encore une fois, je fais un peu l'avocat du diable. Quand on écoute nos grands-parents, nos parents, enfin, le certificat d'études, qui était un diplôme qu'on acquérait à 14 ans, Très difficile. très difficile, Très et qui donnait les bases, mais on est perdu. Enfin, ces enfants qui font des fautes d'orthographe sur des mots simples, sur du basique de grammaire, mais comment vous l'expliquez? C'est qu'en face, je dirais, ceux qui transmettent ne sont pas à la hauteur? Alors je crois qu'on a changé les méthodes. Enfin, je suis un peu dur, mais... Je crois qu'on a changé les méthodes. Je ne suis pas une spécialiste de l'éducation, mais je crois qu'on a changé les méthodes. Oui, c'est vrai. Et que les méthodes, donnant les résultats qui sont ceux qu'on a aujourd'hui, on devrait s'interroger sur savoir si c'était la bonne méthode et pas revenir visiblement, à peut-être non. des choses. Parce qu'on s'aperçoit que dans d'autres pays européens, pour un certain nombre d'autres matières, que ce soit la mathématique ou l'apprentissage des langues étrangères, ils font mieux que nous. Alors donc, chercher l'erreur. Si on n'est pas en capacité de délivrer avec la méthode qu'on a choisie, peut-être il faut revenir à des méthodes qui ont fait leurs preuves par le passé, ou tout du moins en changer, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais c'est ce qui était Il y a prévu. parce qu'après, c'est sur le marché du travail, vous avez des jeunes qui vont arriver et qui seront avec un déficit, une déficience. Et donc là, c'est quand même très problématique pour eux. Et même 18 fautes, hein, 18 fautes. Même des énarques, Mais- enfin, des énarques ou des gens qui sortent de grandes écoles écrivent d'une manière abominable. Ah ben, on peut Tant en regarder orthographe, dans la presse, il mais y a un c'est- nombre de mais non, coquilles mais irrégulières, etc. Et- François Vigne. Mais l'orthographe n'est que la partie immergée de l'iceberg. Enfin, Voilà. On est d'accord. Aujourd'hui, on a un système éducatif qui ne fonctionne pas. Et il faut s'attaquer d'urgence à ce système. On en parle, mais en pratique, on ne fait rien. On a fait le constat de l'échec des méthodes globales. Et l'éducation nationale l'a fait. Elle demande aux professeurs d'utiliser d'autres méthodes, mais il y a 80% des enseignants qui ne savent toujours pas utiliser notre méthode parce qu'ils n'ont pas été formés à ça. On est Donc d'accord. ça pose vraiment le problème du recrutement, Ouais, de la formation des enseignants et de la remise à Dans- niveau de notre système Et puis éducatif. l'exigence Dans- collective a complètement disparu. Quel est C'est vrai. comment adapte-t-on le collectif à la situation des enfants, des adolescents et des étudiants? Eh bien, on permet d'écrire d'autres manières, on abaisse le niveau d'exigence de l'orthographe et de la grammaire pour s'adapter à l'évolution des comportements. À ce niveau-là, évidemment, on aura du mal à rétablir, comment dirais-je, des règles qui soient appliquées par tout le monde. Et c'est ce que vous continuez à faire le ministre de l'Éducation nationale, qui actuellement, comme il trouve que l'enseignement privé est meilleur que l'enseignement public, il cherche à baisser le niveau de l'enseignement privé. En 34 Plutôt que ans- d'essayer de porter au même niveau Ouais, l'enseignement exactement. public, il cherche aujourd'hui à baisser On a l'enseignement doublé privé. le nombre de fautes. Exactement, en 34 ans, on est passé de... Personne pourrait faire la dictée de pivot, et moi je me souviens que. On l'a fait à l'époque, hein. Ouais. Et je me souviens que Elle était quand très dure, hein. la faute a coûté 4 points dans la Quatre- dictée. mais exactement, 4 ouais. points, et donc 5 fautes, c'était 0. C'était zéro. Donc, et la faute d'accent était aussi Alors, verbalisée. il nous arrive tous de faire des fautes d'orthographe, j'en fais parfois aussi. Mais c'est pas les élèves qui sont responsables, hein. Mais C'est pas les c'est ce que élèves. je voulais Non, vous ah ben dire. non, c'est la méthode qu'on leur a inculquée. ou alors En les- 34 ans, on est passé de 10,7 erreurs, ça c'est des chiffres au ministère de l'Éducation nationale, à 19,4, c'est-à-dire effectivement ça a doublé.
il y a quand même un sujet, c'est que dans 15 ans, quand on reviendra ici, continuer notre émission passionnante des experts, ces jeunes sont entrés dans le monde du travail et ça sera un désastre. Il faut sans doute améliorer quand même, parce qu'il y a pas mal de gens qui finissent par apprendre l'orthographe et mieux. Et heureusement, Au fil de l'eau, en lisant des livres. C'est pas un problème quantitatif, de nombre de fautes, c'est un problème qualitatif. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent que ce problème-là n'a aucune importance. N'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Ouais. On se moque complètement de savoir comment la langue est Merci écrite. l'écriture SMS et TikTok. On écrit plus. Mais on est d'accord. On fait des choses très abrégées avec les réseaux sociaux. On parle beaucoup. On est de la vieille école. Non, c'est pas ça, parce qu'il y a quand même des pays qui sont bien meilleurs que nous en Europe. Oui. Ils ont aussi des smartphones. C'est un moyen de se faire connaître. Non, c'est le modèle de faire éducatif. l'identité, donc c'est pas n'importe quoi. Et donc il faut la maîtriser pour pouvoir la transmettre et la défendre Merci. dans un monde où en effet on est challengé le français par d'autres langues. Je vais me faire tirer les oreilles par Nicolas Juchat qui merci à vous trois. Gardien du temps. Gardien du temps, c'est le père Fouras de l'émission. Merci à vous trois. Merci Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Je n'ai pas précisé tous les livres. Il y a l'Atlas 2022 et bientôt le 2023 de fait. Comme tous les ans. On est en train de préparer le 2023. C'est ce que je voulais dire. L'année 2023. Évidemment, il y a le 2023 2023. Au printemps prochain. Merci à vous Jean-Michel Garrigue, spécialiste des RH et chez BLB Associés. Et puis merci à François Vigne, Sycomore Corporate Finance et membre éminent des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci à vous trois. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous chaque fois. On termine avec un sujet formidable, l'art d'accompagner le collaborateur qui s'en va. Bah oui, on pense souvent à faire plaisir et à intégrer, mais comment on off-board, comment on fait en sorte que ça se passe bien à la sortie? On en parle tout de suite.